Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui mes amis, amigas, la vidéo s'annonce longue. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la miniature, mais nous avons un maximum de livres à reviewer, n'est-ce pas, depuis la dernière fois. Donc cela comprend tout mon absence, donc plusieurs mois de lecture. Et je n'ai pas chômé, enfin j'ai pas lu autant que ce que je voulais, mais vu que là on a plusieurs mois d'affilée, disons qu'il va y avoir du content, donc je vais essayer d'aller assez vite. Mais si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je sais pas si je vais aller dans l'ordre ou pas, éventuellement oui. Parce que là j'ai deux big piles à côté de moi, ici. Je vais essayer de faire ça vite, je suis déjà assoiffée, j'ai pris ma bouteille d'eau cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Et écoutez, c'est parti. Ensuite j'essaierai de refaire des updates lecture tous les mois, mais là pour l'instant, bon, on fait comme on peut. Ok, la dernière fois qu'on s'était arrêté, j'avais lu The Heartbeat, donc de Alice Desmerveilles aux éditions Plume du Web. Donc c'est le deuxième tome de la saga The Earth Players, n'est-ce pas? Et j'aime trop les couvertures à chaque fois, c'est dingue. Dans ces histoires, on va suivre des petites romances universitaires slash sportives. Et cette fois-ci, on va suivre Ashley, donc qui est un personnage qui nous a déjà été introduit dans le tome 1, avec Ted. Et je crois que ce tome a été mon préféré, il était vraiment génial. Je lui ai mis 20, voilà, ni plus ni moins. Alors que pourtant, Ted et Ashley n'étaient pas du tout partis pour être mes persos préférés. Mais je sais pas, la manière dont leur relation s'est développée, les petits plot twists qu'il y avait, et juste, je trouvais la véracité de leurs personnages et de leurs histoires. J'ai adoré, ça m'a trop touchée. Il y avait une scène un petit peu osée, disons, mais je sais pas, ce livre, il a tenté des trucs et je trouve qu'il les a bien réussis. Et malgré le fait que Ashley peut paraître un peu antipathique et Ted, pas spécialement waouh, en fait ils étaient très waouh tous les deux et l'histoire était très waouh et du coup j'ai trop aimé. Et franchement ce tome-ci, on n'en attendait pas tant, mais il nous a donné ce qu'il fallait. Et du coup j'ai aussi fini la saga avec le tome 3 des Broken Soul. Et donc ici on va suivre Max qui avait l'air d'être mon chouchou bidou. Et ça s'est retranscrit dans la note parce qu'il a un 19 sur 20, n'est-ce pas? Et si vous devez savoir, voilà mon avis sur la saga, je pense que en premier, on a du coup The Heartbeat, celui-là en deuxième, et le premier tome qui s'appelait comment? The Bucket List, voilà en troisième, mais les trois sont vraiment géniaux, et je vous les conseille. Du coup là ensuite, Max, qui a l'air tout mimi, mais qui a l'air de cacher quand même un truc assez lourd en lui, et on va suivre Foll, qui est assez gentil et assez bonne poire, donc complètement un peu à l'opposé du monde dont fait partie Max, et pourtant voilà, love to love en fait. Et là pareil, j'étais un petit peu moins attachée au personnage de Foll, mais je trouvais quand même très sympathique, n'est-ce pas? Et je trouve qu'elle matchait super bien avec Max, et que leur roman c'était trop mimichou, et justement on apprend un peu plus sur Max et sur ses traumas, disons-le, c'est très intéressant, et j'ai adoré les suivre. Et juste cette saga était vraiment trop cool, donc si vous recherchez une petite romance, voilà, pas prise de tête, mais avec quand même des sujets intéressants et deep abordés, n'hésitez pas. Ok, je tiens mon rythme, je tiens mon rythme. J'ai enfin lu Powerless de Lauren Roberts, donc aux éditions Olympe, que j'ai dans l'édition collector, qui, je l'avoue, s'abîme comme toutes les autres. Ça va encore, moi, mais bon. Powerless, comment vous dire que ça a du buzz depuis quelques temps. C'est une petite romantaisie. Je vais dire comme on n'en fait plus, mais si comme on en fait plein justement parce que elle n'a rien de très original. Elle a eu un petit peu des plagiat allegations de Hunger Games et de Red Queen, donc j'ai lu Hunger Games bien évidemment. Et je vois quelques points de ressemblance, et Red Queen je ne sais pas. Après je sais pas si ça a été plagié, si ça a été du mot pour mot ou quoi, mais on voit l'inspiration. Et de toute façon ce livre c'est ça, c'est une romantaisie avec tous les trucs qui marchent bien et qu'on aime bien dans un seul livre. Donc forcément ce livre là on l'aime bien. Ceci dit, il n'a pas inventé l'eau chaude non plus. On va suivre Paydin qui vit dans un monde où il y a des gens qui ont des pouvoirs et il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir, et les gens sans pouvoir, globalement ils sont tués. Sauf que Paydin n'a pas de pouvoir et elle se fait passer pour une mentaliste, une médium, n'est-ce pas? Et tout se passe bien, enfin tant qu'elle peut, parce qu'elle vole et tout, elle vit de petits crimes, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où elle va devoir participer à, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais justement un espèce de Hunger Games, voilà, des épreuves auxquelles est convié aussi le prince, donc le prince Kai, n'est-ce pas? Et de là on s'en suit un petit enemies to lovers qui était assez classique. Au début, j'étais pas trop convaincue, ni par Kai, ni par Paydin, ni par leur relation, vraiment encore moins par leur relation, parce que je me disais que c'était un peu invraisemblable. Mais une fois ce moment un peu invraisemblable passé, une fois que voilà la relation commençait à s'installer, j'étais vraiment à fond et je me disais Kai et Paydin, j'ai appris à l'apprécier telle qu'elle est. Et la fin m'a choquée. Tu vois, j'allais pas mettre une extrême bonne note, mais la fin de ce livre m'a fait remonter ma note. Du coup, je lui ai mis 18 parce que juste la fin donne trop envie d'avoir la suite. Et juste Kai. Donc non, je pense que je peux vous le conseiller. En plus, thanks God, ils ont enfin fait des éditions pas collector. J'ai l'impression d'avoir été une pigeonne, mais it's okay. Et le tome suivant, il a l'air trop beau. Et je suis en train de lire la nouvelle actuellement, qui se passe avec la pote de Paydin, je sais pas comment elle s'appelle, Alumnia, un truc comme ça. Elle a l'air très bien aussi, mais je la lis sur mon ordi, donc j'avance pas très vite. Donc voilà, Powerless 18, c'était cool, mais ça invente pas l'eau chaude. Une romantaisie qui a un peu inventé l'eau chaude, par contre, c'est Le Chêne et la Foudre de Sam Agaili, aux éditions Addictity, donc déjà, c'est français la team, donc rien que pour ça, gang gang. J'ai trop aimé, ça a été un coup de cœur, donc
20 sur 20. Parce que ok, je note très bien mes lectures en général, vous le voyez, mais là c'était vraiment bien, j'étais vraiment plongée dedans. Bon, c'est une énorme bricasse, mais la bricasse elle n'est pas si grande, elle fait genre 630 pages à peu près. Et là j'ai trouvé que vraiment, le côté fantasy était très bien développé, comme le côté romance. Comment résumer ça, je ne sais même pas. On va suivre Elisandre, qui est une jeune femme en quête d'aventure visiblement, qui va rencontrer par hasard le chemin de Kaylen Bratt, qui est un assassin du royaume. Et lui il s'en fout un petit peu, genre il veut pas prendre Elisandre pour voguer à travers le royaume, mais il a pas trop le choix, enfin bref, il se retrouve à prendre Elisandre sous sa coupe. Et leur petite relation va, voilà, avancer comme ça. Il y a des histoires de magie, d'êtres magiques, etc. Une histoire de quête, d'aventure, d'amour surtout. Ce qui aurait pu me déranger, et qui m'a un peu dérangée, c'est l'age gap. Donc Elisandre, je crois qu'elle devient majeure pendant le tome, et Kayden il doit avoir peut-être 30 ans, je sais pas, bref, ça m'a un petit peu... C'était le seul point un petit peu... Mais quand même, il se trouve que j'ai quand même apprécié le bouquin, alors que pourtant les age gaps, moi je peux pas. Donc là, c'est que ça a été quand même bien fait. Et je sais pas, le fait qu'il y avait ce vrai côté fantasy, ça a donné un vrai plus. Et certains disent sur les réseaux qu'il y a un peu trop de longueur, mais moi je trouve pas. Je trouve que c'est une histoire dans laquelle il faut se plonger, et n'ayez pas peur de ce big bébé, parce que c'en est pas. Et en plus, il y a un collector, voilà, de ce livre, mais c'était trop cool. Et je sais pas trop quoi en dire parce que ça fait un petit peu de temps que j'ai lu, mais juste, je sais que je vous le recommande vivement. Donc allez-y. Ensuite, je suis retournée, bien évidemment, à mes premiers amours, que sont la Dark Romance avec Carnage, tome 1 et 2. Oh, ils sont si beaux, mes bébés. Donc écrit par Chez Carotte, ou Chez Caro, je sais pas. Donc autrice française encore une fois, édition Contredire. Contredire qui se touche la nouille, hein, voilà, 23 € le brochet. Bon, le premier tome qui est ici a été un coup de cœur. Voilà, encore une fois, petit 20 sur 20, c'est vraiment la dark romance à la Chez Carotte. Je sais pas comment vous dire, mais cette meuf, elle écrit tellement bien. Elle arrive toujours à faire des histoires tellement addictives. Et même si parfois ça peut être un peu what the fuck ou quoi, bah on y est quoi. Et là, pour une fois, j'ai trouvé que c'était pas tant what the fuck, que c'était relativement vraisemblable. Je sais pas si je dois vous faire un résumé ou pas. Juste lisez les trigger warnings. Sachez qu'on va rencontrer le purgeur, qui est voilà ce mec, qui est un peu un gangster, et qu'on va suivre, comment elle s'appelle notre meuf, Eirine, voilà. Suivre Eirine qui elle a toujours vécu dans un palais un petit peu genre dans le luxe, etc. Et qui va voilà flirter avec la délinquance. Et il y a tellement d'histoires, de rebondissements. Et Eirine, parfois, elle a des actions insupportables. Mais son personnage, je trouve ok. En fait, je me dis, oui, Eirine, j'aurais pu faire comme toi. Si j'étais un peu cray-cray. Franchement, elle est relatable. Comme de la suite, elle était très très bien aussi. Un petit peu en dessous, j'ai trouvé. J'ai mis 18 quand même. Mais en fait, tu passes par 36 000 émotions. Et ça, c'est des livres que certainement un jour je vais relire. Parce que si vous aimez la dark romance, franchement, ne passez pas à côté de Carnage. En plus, je sais pas, les couvertures comme ça, ils ont peut-être une petite vibe 2016, mais moi je croque. J'ai un petit peu espacé les lectures, mais j'ai aussi lu Divergente, n'est-ce pas, les 3 tomes, parce que classique dystopie, et que voilà, la dystopie, j'adore, c'est mon genre préféré. Donc j'ai mis 17 aux 3. Je suis relativement généreuse quand même. Bon, je pense que Divergente, pas besoin de vous le dire, vous connaissez. Le film, je crois que j'avais vu le 1, mais peut-être pas en entier, en tout cas j'ai pas des souvenirs très vifs. Du coup j'ai relu pour savoir un petit peu, et aussi parce que j'ai une amie Julia, coucou Julia, qui les avait lus, qui avait dit que ça puait du cul. Moi j'étais en mode mais ça peut pas puer du cul, c'est Divergente. Genre non. Et en effet, je pense qu'elle a surjoué. Donc on va suivre Triss, voilà, qui vit dans un monde où il y a plusieurs factions, et c'est déterminé selon tes choix, enfin bref. Et elle, qui faisait partie d'une faction altruiste, va aller chez les audacieux, voilà. Et bref, c'est son histoire, sa rébellion, etc. J'ai bien aimé, franchement les 3 tomes j'ai bien aimé, il y avait quelques moments de petite longueur. La romance c'était mimichou, enfin ça reste young adulte tu vois donc c'est mimichou, mais j'avoue que ça ne classe pas non plus 3 pattes à un canard. Franchement, comparé à Hunger Games, je ne comprends pas pourquoi on les met dans la même cour alors que Hunger Games c'est genre 1 milliard de fois mieux. Ceci dit, faut pas non plus être trop dur parce que c'était pas mal. C'est un produit de son époque, disons. Parfois quelques longueurs, parfois quelques trucs un peu bons. Voilà. Triste, parfois un peu trop. Ce syndrome du personnage principal. Ça me gardera pas un souvenir impérissable, mais disons qu'ils ont été là, ils ont fait leur taf au moment voulu, et puis c'était très bien. J'ai ensuite lu Not in Love de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Ça, vous l'avez vu dans un vlog ici, n'est-ce pas? Donc un petit vlog lecture. Ali Hazelwood, encore une fois, ne m'a pas déçue, encore une romance un petit peu scientifique, qui change un petit peu d'habitude quand même, parce qu'on va suivre Roux, qui à la base est une meuf qui voilà sait ce qu'elle veut, et elle veut pas de relation longue, tu vois, genre elle va plutôt chercher des plans cul. Sauf que elle va rencontrer Ellie, et Ellie, il se trouve qu'elle va le revoir dans une situation plus professionnelle, disons, parce que voilà, elle fait partie des gens qui ont racheté la société pour laquelle elle bosse. Et il se trouve que voilà, ils vont se revoir plus d'une fois, pas que dans des contextes professionnels. Voilà. Je trouvais que ça changeait un petit peu, que c'était frais, que ça restait la patte d'Ali Hazelwood qu'on aime tant, bien évidemment, avec à la fois des personnages super cool, super mimi, une romance avec de la tension, des scènes, le mec qui était quand même
trop cool, assez green flag, et bien évidemment des mentions de problématiques dans le monde de la science qui sont importants. Bah juste trop cool encore une fois. Après vous avez mon avis plus détaillé dans le vlog lecture, donc je vais pas m'apesantir là-dessus, mais juste le bon poulet. Franchement, Ali Hazelwood ne déçoit jamais. Je sais pas quand est-ce qu'est son prochain roman traduit, mais je l'attends avec impatience. J'ai lu Powerless encore, donc peut-être que je me suis trompée, qu'il y a 2 fois des Powerless, mais là c'est une romance voilà de Elfie Silver, et là c'est aux éditions Piactus, voilà c'est en anglais. C'est de la saga des Chestnut Springs, n'est-ce pas? Qui est une saga de romance cow-boy un peu. Sauf que là, on va suivre le membre de la fratrie slash bande d'amis, qui est Jasper, qui lui ne fait pas de cow-boy. Lui c'est un mec du hockey. On va suivre sa romance avec Sloane. Donc ils sont childhood best friends, n'est-ce pas? Parce que voilà, Sloane elle fait partie de la famille, et lui Jasper c'est le meilleur ami des frères de la famille. Elsie Silver, à chaque fois, c'est assez adulte et explicite. C'est peut-être pas toujours très nécessaire. Cependant, ce tome-là était vraiment sympathique. C'est pas mon préféré, je sais que c'est le préféré de beaucoup de gens. Enfin, les personnages sont mimi et leur romance est mimi et les problématiques développées autour sont mimi, mais ça m'a pas fait un gros coup de cœur. Enfin, j'ai quand même très beaucoup aimé, n'est-ce pas? J'ai mis 18, ça se lisait bien, peut-être quelques longueurs, mais je sais pas, en fait, ça m'a pas fait le wow que d'autres personnages m'ont fait, par exemple Willa et Kate dans le tome 2. Franchement, j'ai compris la hype quand même envers ces personnages, c'est juste pas mon type de personnage. Mais voilà, si vous voulez... De toute façon, la saga, je vous la recommande si vous voulez des petites romances cow-boy un peu... voilà, mais voilà. Je sais pas ce que j'ai à dire de plus là-dessus. Certainement pas grand chose, donc on va s'arrêter là. Ensuite, j'ai emprunté des livres à la bibliothèque, je me décale. De Lave, de Métal et de Rage, tome 1 et 2. Le tome 1, je lui ai mis 15 et le tome 2, je lui ai mis 18. 18 et demi même d'ailleurs. Donc cette saga, c'est la saga spin-off de Sang d'écume et de glace, je crois. Donc qui est une trilogie sur globalement une meuf qui apprend qu'en fait c'est une sirène et qui va découvrir tout ce monde souterrain, donc avec beaucoup de trucs. Trilogie qui est vraiment excellente si vous voulez. En plus, c'est français, encore une fois, et juste, c'est trop bien. Et du coup, là, plus d'un an, peut-être moins d'un an, je sais pas, bref, un an après, j'ai lu donc la saga spin-off sur les parents de Perséphone, qui est notre personnage principal des tomes principaux. Et je peux vous dire que ça a été très compliqué à mettre dedans, d'où la note de 15, parce que franchement, les 3/4 du premier livre, qui est pourtant assez court, j'étais perdue. Je me rappelais plus de rien, parce que c'est un univers qui est assez dense, avec du vocabulaire étranger, et franchement, je comprenais plus rien. Les personnages et tout, j'étais en mode, mais qui est-ce? Alors que je sais que j'étais censée savoir. Donc c'est mieux de le lire à la suite, ou pas trop espacé de la trilogie principale, parce que du coup ça m'a gâché ce premier tome. La fin m'a redonné en mode oui c'est bon, je suis dedans, je peux réapprécier, j'ai envie de savoir. Mais les 3/4 c'était très laborieux, donc bon voilà. Le tome 2 par contre j'étais replongée dans l'histoire, je re-savais situer les personnages et les lieux, etc. Donc j'ai kiffé. On a des réponses à nos questions qu'on a dans la trilogie principale. Les personnages des parents sont bien développés et juste c'est tellement touchant. Cependant il y a encore quelques petites zones d'ombre et je trouve que c'est ça qui fait le charme de la saga. Du coup franchement Alexiane Delis à suivre ce qu'elle publie parce que je trouve ça trop cool. Et ouais, si je peux vous donner un conseil c'est déjà de lire la saga principale, mais de pas trop tarder avant de lire celle-là. En plus là c'est l'été, je trouve que c'est le moment parfait pour être un peu en mode sirène et tout, donc allez-y. Je propose qu'on fasse tous les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque maintenant, comme ça c'est fait. J'ai aussi lu Nos Destins Infinis parce que je l'avais vu passer vite fait sur les réseaux et que le gespage est beau, la couverture est belle, voilà. Ça a pas été ce à quoi je m'attendais, pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. On va suivre l'histoire de 2 personnages dont j'ai oublié le nom, qui, malgré les époques, tombent toujours amoureux l'un de l'autre et le mec va toujours tuer la fille avant qu'elle ait 18 ans. Et ce, quel que soit le corps dans lequel il se réincarne, vous pouvez être sûr que ça va toujours finir comme ça. Donc nous, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils ont une malédiction comme ça? Pourquoi le mec tue à chaque fois la meuf? Comment ça se fait qu'ils tombent toujours amoureux? Comment ils arrivent à se retrouver? En plus, j'avais vu pas mal d'avis positifs, j'étais en mode oh là, je vais tout dévorer, ça va être trop bien. C'était pas si bien que ça en réalité. J'ai mis 16, donc c'est quand même pas mal. Mais disons que en fait, tout le livre, j'étais assez bien divertie, n'est-ce pas? J'étais un petit peu dans l'histoire, j'étais en mode oh trop mignon, blablabla. On est à chaque fois à plein d'époques différentes, genre globalement un chapitre c'est une époque, plus ou moins. Voilà, en 1800, en 2000, etc. Comment ils se rencontrent, comment la fille se rend compte que le mec est là et va la tuer. Et à chaque fois, elle essaie de demander mais pourquoi? Est-ce que tu vas me le dire? Et le mec il est en mode je vais pas te dire ma chérie. Et petit à petit on a genre des mètres d'informations qui nous sont lancées. On est en mode OMG. Mais la fin retombe comme un soufflé. Parce que la fin, comment vous dire que je l'ai détestée. L'explication du truc, j'ai trouvé ça trop nul. C'est juste trop nul en fait. Franchement, on aurait pu faire quelque chose de génial avec ce concept-là, qui a été gâché par la fin. C'est pour ça que j'ai quand même mis 16, parce que la bonne moitié du livre, tu vois, était vraiment sympa. Mais en fait, après, ça a juste été gâché. Et c'était un petit peu redondant aussi, au bout d'un moment, de toujours avoir le même genre de truc, sans qu'on me donne assez de grains à moudre. Donc ouais, je pense pas que je vous le recommanderais. En tout cas, à faire votre propre avis, parce que peut-être que vous allez adorer la fin. Mais moi, ça l'a pas fait. Vous voulez savoir ce qu'il a pas fait du tout non plus? Lexton, tome 2.
par Sarah Rivens, audition BMR. Je peux vous dire que si j'avais pu m'épargner ces 800 pages, j'aurais dû le faire. Le tome 1, Lexton, big truc, phénomène mondial, n'est-ce pas? Enfin, national plutôt. Dark romance, longue, mais sympathique. Un peu de cringe, mais je l'avais quand même apprécié. J'étais en mode, ok, bonne surprise. Je suis à fond avec Kyle Lexton en fait. Je me suis lancée dans le tome 2 en mode, bon, je sais que ça va pas être de la grande littérature, je sais que je vais être certainement gênée, je sais que Iris, donc la personnage principale féminine, pardon, va me saouler, mais je vais être divertie. Surtout vu la fin du tome 1. Mais je me fourvoyais. 6 sur 20. Je n'ai jamais mis une note aussi nulle à un livre. Je n'ai jamais autant souffert de finir un livre que Lexton 2. Non, je sais pas dans quel monde on vit pour que ce livre soit adulé par tous. On aurait pu enlever les 3/4 de ce bouquin où il se passait rien. Les intrigues à la mort moelleux. Les répétitions de phrases, tous les chapitres, putain. Iris, elle dit ah non, je suis stupide, nanana. Kai, je sais pas ce qu'il dit, mais il répète un truc tout le temps, blablabla. Ça n'avance pas. C'est nul. Franchement, autant. Non, il y a tout pour faire un monde. Mais là, franchement, je peux vous assurer que c'est vraiment nul. Et je ne suis pas difficile, donc pour que je dise ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Je n'ai vraiment rien aimé. Là, je ne sais pas ce que j'ai aimé. Peut-être le personnage de Jacob, et encore. Tout ça pour une fin, mais des plus mid. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps, qu'on me rende les heures que j'ai passées à lire ce livre. Par pitié. Mais bon, bravo Sarah Rivens, tu as fait une saga à succès. En tout cas, je suis très déçue. Avec quoi on va passer sur un coup de cœur pour un peu contrebalancer avant de reprendre le cours des événements. Clara Héro, voilà, ça c'est de la bonne. En plus, autrice française, voilà, le tourbillon des possibles, je sais pas si je l'ai dit, aux éditions Hachette. Et comment vous dire, ça c'est le gros coup de cœur. Autant les autres, je vous ai dit coup de cœur, c'était des petits coups de cœur, ok, tu vois. Là, c'était un coup de cœur. Mais je ne sais pas comment vous dire. Je pense qu'il va être top 1 de mon année, je pense qu'il se hisse dans le top 5 et pas 5ème de mes livres préférés de toute la vie. Clara a encore cook. Oh, en plus, petite dédicace. Regardez, j'ai été me faire dédicacer tous mes Clara Héros. Elle est trop gentille, donc voilà, Slay. Dans le tourbillon des possibles, on va suivre Léonie, qui vient de finir ses études, voilà, elle est diplômée d'un master en cinéma, bravo. Et elle va revenir pour l'été chez sa mère, à Ardelot, c'est-à-dire loin de sa vie parisienne, loin de ses amis à Paris. Donc elle va reprendre sa ville d'enfance en fait, et elle se rend bien compte que ce retour un petit peu à la case départ, ça l'affecte plus que de raison. Parce que en fait tout a changé, le monde ne s'est pas arrêté de tourner parce qu'elle était partie à Paris. Et la première personne qu'elle va rencontrer en revenant à Ardelot, c'est Sam, son voisin. Et Sam, c'est quelqu'un. Parce qu'à l'époque, elle avait une relation plus ou moins amoureuse avec Sam. Enfin, lui, il était à fond de fou. Elle, c'était plutôt passager. Et bref, il va y avoir toute cette histoire-là. Mais surtout, le fond, c'est l'histoire de Léonie, qui sait pas quoi faire de son futur. Elle a le choix entre plein de trucs sans être vraiment sûre. Donc, est-ce qu'elle doit vivre à Lille, à Paris, abandonner ses amis, qu'est-ce qu'elle fait en fonction de l'amour, tout ça, enfin bref, je sais pas comment vous dire que ça a résonné en moi de zinzin. Parce que je me suis retrouvée en Léonie, mais plus que dans n'importe quel personnage. Parce que déjà, la manière dont c'est écrit, c'est du Clara Héro, donc c'est super fluide, et même, il y avait des moments de texto et des moments parlés, où juste, c'est tellement plausible de parler comme ça. Peu de livres font ça pourtant, et que vraiment c'est un gros coup de cœur, bref. Et du coup, je me suis retrouvée dans Léonie parce que j'étais dans cette situation de voilà, j'ai mon master, mais et quoi ensuite en fait? Parce que je n'ai pas, mon plan A n'a pas fonctionné, que j'ai eu à choisir entre plusieurs plans, faire un choix sans savoir les répercussions que ce choix aura sur le reste. Enfin bref, c'était... Franchement, je pense que c'était juste moi en fait. Et j'ai trop aimé parce que c'était tellement juste et je sais pas comment vous dire en fait pourquoi ça m'a fait waouh particulièrement. La fin est trop belle. Et je peux vous dire que j'ai pleuré à un moment de la relation amoureuse, n'est-ce pas? J'ai pleuré, j'étais juste en mode, en fait, c'est juste tellement réel et juste et parfait. Et merci Clara, en fait, pour ce poulet. Parce que d'habitude, Clara, elle nous fait des bangers. Ok, on est d'accord. Mais là, à ce point, j'en ai rarement vu des bangers comme ça. Donc, franchement, si vous ne devez lire qu'un livre, c'est celui-ci, de cette vidéo, voilà. Et même tous les autres Clara Héros, c'est d'utilité publique, je pense. Ensuite, trigger warning, couverture moche, j'ai lu The Goal de Elle Kennedy aux éditions Hugo Poche, donc dans les anciennes couvertures. Et là, j'ai pas énormément de souvenirs si ça revient. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs, je mets 19. C'est peut-être un de mes préférés de la saga, quoique le 1 est quand même très bien. C'est une saga de romance universitaire, sportive. Voilà, vous connaissez certainement ce deal, etc. C'est assez smutty encore une fois, mais là, l'histoire était pas mal. On va suivre Sabrina et Tucker. Leur relation était sympa. Alors, comment vous dire? Il y a une trope qui n'est pas ma préférée, qui n'est pas la préférée de beaucoup de gens, à vrai dire, mais qui pourtant fonctionne très bien ici. En fait, je sais pas comment trop vous résumer sans vous spoiler tout, mais Sabrina, c'est vraiment la bad bitch, tu vois, elle se laisse pas faire. Elle est pas vraiment aimée par beaucoup de gens, mais moi je l'ai trop aimée. Voilà. Tucker, le green flag qu'il est, devrait être étudié. Et leur relation, genre justement, je sais pas, j'ai trouvé que ça faisait un bon petit mélange.
Après, encore une fois, c'est pas des trucs qui sont hyper marquants, donc là, je sais le plot en général, je ne saurais pas vous décrire un peu plus en détail mes sentiments, mais voilà, allez-y. Ça m'a saoulé, j'en ai marre. Putain, il me reste encore 2 livres. J'en ai marre. En plus, j'ai oublié de vous parler d'un livre que j'ai pris à la bibliothèque qui est Better Than the Movies de Lynn Painter. Livre hyper mimi, n'est-ce pas qu'il est beau? Et c'est un des livres préférés de Julia, justement. Je me suis dit, allons-y. J'avais des attentes à la fois parce que c'était le livre préféré plus ou moins de Julia, mais à la fois, je savais que c'était du young adulte et que peut-être j'allais être déçue. J'ai été un poil déçue, mais pas tant que ça, parce que j'étais bien quand même. J'ai mis 16,5. On va suivre comment s'appelle-t-elle? Une meuf. Et cette meuf, elle est fan des comédies romantiques, voilà, elle peut romantiser toute sa vie si elle le veut. Et elle veut absolument pécho un mec qui est revenu dans son lycée, dans sa ville. Et elle va mettre un plan pour pécho ce mec. Et ce plan implique Wes, qui est son voisin. Et du coup, au fur et à mesure du temps, notre petite personnage va peut-être se rendre compte que le mec qui est revenu, c'est peut-être pas lui qui sait vraiment battre son cœur, c'est peut-être Wes, contre toute attente, même s'il est chiant. Et voilà, petite love story. Et franchement, c'était mimi, c'était très léger, et je peux pas dire vraiment grand chose de mal là-dessus, parce que voilà, la relation, elle était douce, elle était saine, elle était marrante, elle était mignonne, blablabla. Mais je pense que j'aurais davantage aimé le livre 5 ans auparavant, tu vois, genre quand j'avais... Bon, il y a 5 ans, j'avais quel âge? J'avais 17 ans. Bah voilà, 17 ans, j'aurais peut-être super aimé. Parce que là, je trouvais ça voilà, un peu gnangnan. Je sais que c'est le but, mais bon, ça m'a pas convaincue outre mesure, je l'avoue. Je sais pas si je lirai la suite ou pas, peut-être à la bibliothèque, écoutez, un jour ou l'autre. C'est pas dans mes priorités, mais je pense que je peux vous conseiller si vous aimez bien justement tout ce qui est mignon, léger, assez amour lycéen, etc. Je pense que ça peut le faire. Et on va finir avec une autre super lecture qui est Binding 13 de Chloé Walsh. Please, en fait, le jaspage est trop beau. Donc aux éditions Chatterley, auquel j'ai mis 18. Alors comment vous résumer, parce que là, je commence à fatiguer. Déjà, c'est un truc lycéen, et pourtant j'ai bien aimé, parce que c'était différemment mené et pas tant que ça. On va suivre Shannon qui rentre dans un nouveau lycée parce que elle a changé de lycée parce que dans son ancien lycée elle se faisait harceler, donc c'est vraiment une petite fille qui est un peu traumatisée, etc. Et day one de son arrivée, elle fera un ballon de rugby peut-être, ouais voilà, de rugby dans la tête, lancé par Johnny Kavanagh qui n'a pas fait exprès. Johnny, c'est la star du rugby de son lycée, voilà, il est mondialement connu, c'est le boss, n'est-ce pas? Mais lui aussi, sa vie n'est pas si simple que ça, n'est pas toute rose. Et on va suivre le développement de la relation, du coup dans un contexte assez lycéen. Faut savoir que l'histoire elle se déroule genre en 2005, donc c'est pas exactement les mêmes mœurs que maintenant, même si bon voilà ça va. Et malgré le fait que ce soit une grosse brique, ok il y a des petits moments longs, mais franchement on s'attache grave aux personnages. Ils sont un peu goofy, genre ils font un peu des blagues de gens de leur âge en fait forcément, mais je sais pas en fait ils sont attachants. Et pourtant vous voyez, Shannon c'est pas du tout mon genre de personnage, le genre un peu frêle, un peu comme ça, je n'aime pas. Normalement. Je vais pas dire que j'ai adoré Shannon, mais je vais dire que je l'ai bien aimée. En tout cas, elle a fait passer la pilule. Johnny, j'aime beaucoup. Ils ont tous les deux un petit peu des défauts, etc. Notamment le fait que qu'est-ce qu'il a à faire avec une meuf de 15-16 ans alors qu'il a 18. Je sais pas, bizarre. Enfin, là comme ça paraît pas si bizarre, mais là ça paraît un peu bizarre. Bref. Et sa burn est très très slow. Voilà, ça je peux vous le dire. Et justement, on apprend à voir le début de leur relation, etc. On voit aussi les amis qui gravitent autour, donc qui auront des tomes dans la suite de la série, parce que là c'est la série Boys of Tommen, n'est-ce pas? Et Keeping 13, je crois que c'est encore sur les mêmes personnages, et peut-être qu'après ça change, I don't know. Mais bref, je pense que ça prévoit du bon, un petit 18 sur 20, de toute façon, je pense qu'une de mes prochaines lectures, ce sera le tome 2. Je vous en dirai des nouvelles, voilà, restez connectés, restez abonnés. Je pense qu'on a enfin fini, je n'en peux plus, j'ai peut-être un petit peu rush sur la fin, et même dès le début, en fait, j'ai rush, je me rends compte. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment le tourbillon des possibles. Voilà, au risque de me répéter, vraiment easy. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre meilleure lecture de ces derniers temps. Peut-être votre pire lecture également. Est-ce que c'est l'Extend 2? Moi oui. Voilà, abonnez-vous, patati patata. En attendant, peut-être à mercredi, midi prochain. Prenez soin de vous. Bisous.